Bonjour Internet et bienvenue sur la chaîne Pandamonium, la chaîne du Mjof dédiée aux jeux de figurines qui me plaisent. Et aujourd'hui on va parler d'un bon gros jeu. On se met tout de suite dans l'ambiance Pirates des Caraïbes qui rencontre Kung Fu Panda et Highlander, et je vous explique dans cette vidéo pourquoi j'ai craqué et méchamment craqué sur Briscard de l'éditeur TGCM, une petite entreprise du nord de la France qui fait décidément de très beaux jeux et de très belles figurines. Briscard, c'est un jeu d'escarmouche entre des animaux anthropomorphes qui se déroule dans l'univers d'Artropia. C'est un monde de pirates fantastiques avec de la magie, des grosses créatures bizarres, gigantesques, curieuses. On y trouve toutes sortes d'animaux habillés en pirates, pour une bonne partie d'entre eux. C'est vraiment des influences un peu plus exotiques que des pirates. C'est plus clair avec quelques images. Pour se faire une bonne idée du fluff, le mieux c'est de regarder Pirates des Caraïbes, puis après d'aller lire le bouquin de règles de Briscard, parce qu'il y a une vraie explication sur les différentes factions avec des petites histoires qui sont plutôt bien foutues. Pour parler vite fait des factions, on va trouver un peu dans le désordre les Kintors, qui sont des cochons conquistadors, des espèces de grosses brutes avec des bonnes têtes de porc, du coup. Les Shundar, qui sont des singes pirates, tous les types de pirates, avec tous les types de singes, ça va du gorille au petit sagouin. On va trouver les Bannis, qui sont des pirates un peu plus variés, dirigé par des facochères, dont la terrible Angela avec son moule à gaufres. Ils recrutent principalement des crabes, mais aussi d'autres bêtes. Faut aller voir précisément sur le site parce que je les reconnais pas tous forcément très bien. On va trouver les selks, qui sont des chèvres ou des gnous, des animaux de ce genre, des ruminants en tout cas, clairement inspirés par les Celtes, Astérix, etc. On va trouver les Ichtiens, qui sont principalement des poissons bipèdes, avec un look assez particulier. Il n'y a pas que des poissons, puisqu'il y a aussi une baleine, entre autres, et un espèce de gigantesque poulpe. On va trouver les Maoks, qui mélangent à la fois des chats et des pandas dans un style purement asiatique. On va trouver des chats ninja, par exemple, très japonais. Et puis à côté de ça, des pandas qui font du kung-fu, logiquement. On va trouver les Orénoks, qui sont des reptiles esclavagistes, avec tout ce qui est serpent, caméléon, etc. On va trouver les Thuléens, qui sont des morses esquimaux, avec une bonne bouille, et ils ont l'air tout gentils. Et enfin une faction de mercenaires qui représente une faction de pirates assez classique, qui mélange de nombreuses races animales avec une petite majorité de canidés, de chiens, un peu dans tous les genres. Il y a une superbe figurine entre autres de Saint-Bernard, mais on va trouver aussi dans cette faction des pingouins, un ornithorynque, comme on va trouver dans les autres factions une baleine, des requins, etc., etc. Comme c'est un jeu de pirates, bah, on va y aller à fond sur les clichés du genre. C'est-à-dire qu'on va avoir du rhum, on va avoir des tavernes, on va avoir des bagarres de tavernes, on va trouver des histoires de bateaux, d'abordage. Tout ce qui peut plaire à un fan de pirates, tout simplement. Et donc dans ce jeu, bah, on va sélectionner un équipage dans une des factions et essayer de faire vivre à cette bande des aventures inspirées de toutes les histoires classiques de pirates. Parlons un peu des figurines. Alors dans Briscard, on va changer d'échelle, parce que là, c'est plus tout à fait du 28 ou du 35, là on est sur la figurine 54 mm. Et pour être honnête, c'est du 54 mm qui aurait pris un peu d'hormones de croissance avant de démarrer. C'est-à-dire qu'il y en a certaines qui ont bien dépassé les 54, et on en reparlera peut-être avec Carnage, on s'approche parfois du 75. C'est pas bien grave, le jeu est conçu pour. Parce que les figurines sont très grosses, mais elles sont bien sculptées, les concepts sont assez délirants, il y en a qui sont extrêmement bien réussis. Je pense en particulier à l'ensemble des pingouins, qui sont tous superbes. Je pense aux dodos, qui ont tous une gueule absolument magnifique. Je pense aussi, par exemple, au duo Frankenchon et Igoret, qui m'ont carrément donné envie de monter une bande et de faire un petit diorama qui leur est dédié rien qu'à eux. Mais il n'y a pas que, il y a énormément de figurines très humoristiques, très bien foutues, avec un style très défini. Ces figurines sont en plus assez faciles à assembler, bien conçues, assez simples à peindre, parce qu'on a justement des très gros volumes sur des figurines bien dessinées, sans ajout de détails superficiels. C'est pas parce qu'il y a un espace libre sur un pantalon qu'on va lui coller trois sacoches. La figurine a un pantalon, bah des fois c'est juste un pantalon, il n'y a rien dessus. La gamme en plus est conçue avec un esprit assez comique, à la limite de la caricature parfois, et des traits assez évidents. C'est-à-dire que on va souvent sortir des clichés, certes, mais c'est des clichés qui marchent bien et qui collent bien à la figurine. Attention quand même,
puisque comme je le disais, on change d'échelle, et quand on change d'échelle, il va falloir changer aussi une partie de nos décors, puisque tout ce qui est décor naturel, admettons les cailloux, les arbres, ça peut peut-être passer du 28 ou du 35 au 54. Par contre, tout ce qui va être décor non naturel, les coffres de trésors, les tables, des éléments de mur ou des choses comme ça va être un peu plus difficile, il va peut-être falloir étendre un peu la collection de décors. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur une petite surface de jeu de 60 cm de côté. Donc les modélistes peuvent se faire plaisir avec des très belles tables sur finalement une assez petite surface. Alors Briscard, comment ça marche? C'est un jeu à scénario. Il y en a beaucoup, pour tous les genres, avec énormément de variété. Ça va de la petite bagarre entre deux chefs à l'intérieur d'une taverne, ça peut être un pillage de réserve, ça peut être de l'abordage de bateau, ça peut être du recherche d'un trésor sur une île mystérieuse. Il y a vraiment tout et n'importe quoi qui peut sortir à un moment ou à un autre de l'imagination d'un auteur de littérature de pirate. J'ai une petite préférence, moi, personnellement, pour le scénario de la taverne du hareng bleu, qui consiste simplement à simuler une bagarre de taverne où les figurines se lancent des tables et des chaises à la tronche pour marquer des points. Comme dans pas mal de jeux d'escarmouche, Briscard se joue en alternance. Comme il y a des scénarios, en plus, le nombre de tours est généralement fixé par le scénario. On tourne autour de 4 à 6 tours en général sur une partie. C'est un jeu qui va utiliser des points d'action. Chaque action va demander d'utiliser un certain nombre de points d'action. Les figurines ont en moyenne entre 7 et 9 points d'action, quelques-unes en ont plus, quelques-unes en ont moins évidemment, et une action commune, comme mettons marcher ou mettre un coup de boule, ça va coûter 2 points d'action en général. Ça peut varier en fonction des figurines, et ça va varier en fonction des actions spécifiques qu'on veut faire, mais on va parler environ de 2 points d'action par action. Dans Briscard, on mesure toutes les distances en toises. Une toise, c'est une mesure de 4 cm, tout simplement. La table mesure 15 toises sur 15, 60 par 60, et en général, à chaque mouvement, une figurine va se déplacer d'environ 4 toises. Certaines bougent de 2, certaines bougent de 6, mais en moyenne, on va dire 4 toises. Il est possible du coup de traverser la table à peu près à n'importe quel moment avec à peu près n'importe quelle figurine, et ça influe énormément sur la dynamique du jeu, puisqu'on n'est jamais à l'abri de nulle part. On n'a pas de planque en se disant je suis dans un coin, je ne risque rien. Non, il y a toujours quelqu'un qui peut venir te chercher. Briscard, ça se joue avec des dés à 10 faces. Dans ce jeu, les 1 sont des échecs critiques et les 10 des réussites critiques, qui permettent de réussir des actions avec encore plus de panache et de provoquer encore plus de dégâts. Alors maintenant, comment ça fonctionne toutes ces caracs? Le mouvement, c'est assez simple. La figurine va dépenser 2 PA et se déplace jusqu'à une distance inférieure ou égale à cette caractéristique. Premier mouvement du tour est toujours gratuit en point d'action. Ces actions de combat et de défense, c'est un petit peu plus complexe. Pour attaquer, une figurine va utiliser 2 PA. La plupart du temps. Il y a parfois des figurines qui en utilisent un seul, voire 0, et il y a parfois des figurines qui peuvent en utiliser jusqu'à 7 ou 8 pour une seule attaque. Pour lancer une attaque, une figurine va utiliser sa force multipliée par 2 et ajouter un dé de 10. Ça détermine un seuil de réussite. Pour une botte, c'est-à-dire une attaque un peu spéciale, avec des effets spécifiques, parfois un critique différent, on va utiliser 3 points d'action au lieu de 2, et on ajoute la force plus la dextérité et un dé de 10. J'espère que tu as réussi à suivre. En tir, on fait la même chose, sauf qu'on va utiliser uniquement la dextérité multipliée par 2, plus un dé de 10, et on dépense 3 points d'action. On va cocher en plus, éventuellement, si l'arme le nécessite, des cases sur le nombre de munitions pour dire que j'ai tiré une fois et je pourrais peut-être pas retirer tout de suite, parce que les puces, c'est pas assez rapide pour tirer 50 fois et l'équipement ne le permet pas. Je t'explique tout ça en détail dans quelques minutes. Le défenseur, lui, quand il se fait tirer dessus, attaquer, quand il prend un sort, il va avoir le choix d'utiliser ou non des points d'action pour se défendre. C'est pour ça que les points d'action ne se récupèrent qu'en début de l'activation d'une figurine. On peut se retrouver très vite à sec et ne plus pouvoir se défendre contre les attaques adverses parce qu'on a oublié de laisser des points d'action à une figurine. De base, le défenseur va lancer un dé de 10 et ajouter une ou plusieurs caractéristiques pour essayer d'obtenir un seuil supérieur ou égal à celui de l'attaquant pour éviter le coup. Sans dépenser de PA par exemple, un défenseur va lancer un dé de 10 plus sa constitution pour éviter le coup, ce qui va pas forcément être toujours évident. Avec 2 PA, il tente ce qu'on appelle une esquive. Il lance un dé de 10, ajoute sa constitution et sa dextérité. Du coup, les puces, puisqu'on l'a comme exemple, il démarre avec un seuil de 9, c'est-à-dire sa constitution plus sa dextérité plus un dé de 10, et en cas de réussite, il va pouvoir se tirer. S'il avait utilisé 0 PA, il aurait lancé un dé de 10 plus 3, c'est-à-dire sa constitution, et en cas de réussite, il fait seulement que éviter le coup. On peut aussi pour 3 PA tenter une riposte. Dans ce cas-là, on utilise un dé de 10 plus la dextérité plus la force. Donc là, les puces, il démarre un peu moins bon, puisqu'il est qu'à 8.
En revanche, si la riposte fonctionne, on arrive à faire un contre et on fout une baffe dans la tranche de l'adversaire. À cela s'ajoutent évidemment quelques subtilités, comme la possibilité de renforcer un jet de dés grâce à des PA additionnels, mais je ne vais pas entrer dans ces détails-là non plus, c'est dans les règles et ça se lit en quelques minutes. Le mental, lui, va servir pour lancer des sorts, ou pour éviter de succomber à la panique quand tout le monde est en train de crever autour de vous. Tout ça, évidemment, c'est un résumé extrêmement rapide, puisque de nombreuses actions sont possibles. Dans Briscard, on peut creuser un trou, on peut donner des objets, on peut viser, on peut se mettre en garde, on peut courir, il y a des actions de scénario. Tout ça, c'est détaillé à chaque fois. Alors dans Briscard, on est sur un jeu d'escarmouche, mais du jeu d'escarmouche très détaillé, on est très proche du jeu de rôle. On a très peu de figurines sur la table, et des dizaines d'actions possibles. Heureusement, les règles sont assez souples, et ça va permettre de tout faire avec des cartes de profil très synthétiques. Je commence du coup par le verso d'une carte, qu'on va pas utiliser beaucoup. Tout en haut, on a le nom de la figurine. Ici, les puces, trop facile. Au milieu, sa photo. Alors, parfois c'est un dessin. En bas à gauche, sa faction. Ici, un symbole de faction mercenaire avec un diamant et deux épées qui se croisent. Et en bas à droite, son coup en pièces d'or. Et c'est tout pour le verso. Il n'y aura jamais d'autres informations. Au recto, il y a un peu plus de choses, mais on va y aller doucement. Tout en haut, le plus facile, évidemment, c'est le nom de la figurine. C'est pour s'y retrouver dans les parties. On l'a d'un côté, on l'a de l'autre. Ça paraît assez évident. Juste en dessous, une ligne de caractéristiques. Avec de gauche à droite, C la constitution, D la dextérité, F la force, M le mental, à côté de la botte, qui correspond à la caractéristique de mouvement. En dessous, à gauche, le nombre de points d'action de la figurine, sachant qu'on ne récupère ces points d'action qu'au début d'une activation de la figurine et pas en début de tour. À droite, les points de santé. Les Briscards en ont beaucoup. Comme on est dans un esprit jeu de rôle, mais ils font aussi beaucoup de dégâts, donc on va avoir beaucoup d'options, beaucoup de choix pour utiliser ces points de vie jusqu'à la défaite de la figurine. En dessous, on va trouver toutes les règles spéciales, armes, équipements, spécialités de la figurine. Quelques figurines ont en plus une carte additionnelle pour leurs règles spéciales, je pense en particulier à Pélican, Pakula, qui a une carte qui explique comment le faire voler. Mais on va trouver d'autres figurines, par exemple le dindon de deux conquistadors qui se balade avec leur dindon de guerre, qui est une petite règle spéciale. Les magiciens vont avoir des petites cartes spéciales additionnelles, mais il n'y en a pas énormément. Pour jouer une partie de Briscard, je vais recruter une bande dans une faction, avec une limite maximale de points, qui est en fait un nombre de pièces d'or qui est fixé par le scénario ou convenu entre les joueurs avant le début de la partie. Il est possible de recruter des mercenaires, évidemment, ou des contractuels d'une autre faction, en forme d'alliance, si j'ose dire, pour avoir une sélection uniquement des figurines qui nous plaisent. Et comme il y a énormément de figurines dans la gamme, on va pouvoir choisir véritablement une petite troupe de figurines qu'on a envie de jouer. En général, une bande va contenir entre 3 et 10 figurines sur un format classique à 500 pièces d'or. À la fin, il va toujours rester quelques petites piécettes, et on a la possibilité d'acheter des équipements individuels pour arriver au total de pièces qu'on attend. Dans ces équipements, on va trouver des armes, des armures, genre pistolets, boucliers, on va trouver un peu de tout, des épées, des haches, ce que vous voulez, et puis aussi évidemment des trucs de pirates, comme du rhum, du rhum ou du rhum. À la fin du nombre de tours imposés par le scénario, on va vérifier les conditions de victoire pour savoir qui l'emporte. J'ai envie de redire du rhum, mais je sais pas si la vanne passerait. Et là, on va passer en mode vidéo, parce que d'une c'est plus classe, et puis l'autre, ça va être vachement plus commode pour te montrer ce qu'il y a à te montrer, puisque là, on va parler du tour de jeu. Donc pour expliquer le tour de jeu, les lancers de dés, je vais te donner un exemple avec un tour de jeu un peu type. Bon, je vais pas trop tricher sur les jets de dés, parce que ça va se voir, du coup, on est en mode caméra, et puis ça n'aurait pas de sens. Donc j'ai installé sur la table, d'un côté, une mini-bande mercenaire, puisqu'il y a 120 points d'un côté, et presque 200 de l'autre. Donc la mini-bande mercenaire, ça va être deux journaliers, des journaliers chiens de base, voilà, petite figurine sympa, et l'autre que je trouve encore plus sympa, qui a une bonne tête. Voilà. C'est un déploiement à l'arrache, il n'y a pas de décor, parce que voilà, c'est pour de l'explication, et rien de plus. Et côté Selk, il est beau. Côté Selk, on a donc un guerrier Scott en rouge et Amael, le chef des Selk, en quelque sorte. Sur la table de jeu, dernier petit élément, il y a un trésor qui est juste là, au milieu, voilà, sur un petit socle tout simple, on le voit pas, hop, on le voit. Voilà, voilà. Il y a quelque chose dedans, le but de la démo sera simplement d'aller ouvrir le coffre.
Pour ouvrir le coffre, il va falloir dépenser 2 PA en étant au contact du socle du coffre, et faire donc cette action toute simple. Il n'y a pas de crochetage, normalement on peut faire beaucoup plus compliqué dans les actions de scénario, mais on va pas le faire pour cette démo, parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Là, on est juste sur de l'explication de règles. Donc, comment ça va se passer? L'initiative va aux mercenaires, parce que je l'ai décidé ainsi. Encore une fois, c'est juste pour la démo, mais il y a des règles bien précises de qui commence, qui ne commence pas dans la réalité. Et donc, le joueur mercenaire va décider d'activer son journalier 2, le chien avec la pique que tu vois ici. Donc il active le journalier 2. Il décide de faire un premier mouvement parce que son but, ça va être de s'occuper de ce pion objectif. Donc il va faire un premier mouvement, il a un mouvement de 4, le mercenaire journalier 2. Mouvement de 4 qui lui permet pas d'être au contact de l'objectif. Donc il a utilisé 0 PA pour le premier mouvement puisque c'est un mouvement gratuit. Du coup, il veut faire un deuxième mouvement qui va lui coûter quelque chose, donc il va aller se mettre ici, parce qu'il a peur de rien, le journalier 2, et ce mouvement va lui coûter 2 PA. Je coche 2 PA sur sa carte. Ici. Voilà. Et puis maintenant, il va essayer d'ouvrir le coffre. Je coche encore 2 PA. Alors si j'avais la classe, je ferais une incrustation et tout. Et miracle, il trouve un coffre plein de pièces d'or. Oh, le scénario est trop bien, j'adore expliquer des trucs comme ça. Il lui reste encore 4 points d'action, mais comme on est dans une démo toute bête, on va dire qu'il conserve ses points d'action pour la suite et qu'il n'y a pas de réflexion derrière, il a juste besoin d'être à côté du coffre. Dans une vraie partie, il serait mis en garde et il aurait fait en sorte de se défendre pour la suite, sinon ça n'a pas vraiment de sens. Du coup, ça va être au tour des Selk, puisqu'on joue en activation alternée. Le Selk a décidé de jouer comme un gros bourrin, et donc il va activer Amael. Amael, c'est le gros bourrin qui est juste là, devant. Je sais pas si on le voit bien. Amael, c'est pareil, il a une carte de profil, hop, avec un mouvement de 5, je sais pas si on voit bien, parce que j'ai mis un plastique dessus. Il a un mouvement de 5, donc il va beaucoup plus vite que son adversaire, et donc il va faire un mouvement gratuit. Alors, il ne va pas aller au bout des 5 pour l'instant. Donc ça, c'était un mouvement gratuit. Il fait un deuxième mouvement pour se mettre au contact, pour aller mettre une grosse mandale à son adversaire. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le mouvement. Il a besoin de 2 PA pour mettre une mandale, donc il utilise 2 PA, ce qui l'amène à 4 PA utilisés sur les 9 dont il dispose, puisque lui a 9 PA, c'est une grosse brute. Et là, il va faire une action d'attaque. Donc pour l'action d'attaque, c'est tout con. Il prend ses dés de 10 normaux, il va lancer un seul dé de 10, et il va ajouter sa force, qui est de 5 x 2, plus un dé de 10. Donc il nous fait un 9, joli score, pour arriver à un total de 19. Et 19, c'est classe. Le journalier, lui, décide de tenter une esquive, parce qu'il a plein de points d'action. Donc il va claquer des PA pour tenter l'esquive, 1 et 2 PA pour l'esquive. Et donc il va lancer un dé plus 8, c'est-à-dire sa constitution, plus sa dextérité, ce qui l'amène à 8. Il va avoir un mal de chien à passer, puisque Amael a fait un superbe score de 19. Le journalier a fait un score de 16 au total. Pardon, il n'a pas fait 16 du tout, il a fait 14 au total, il a fait un 6 sur son dé, plus son score de départ de 8, 8 et 6, 14. Alors qu'Amael a réussi à faire péter un superbe 19, donc Amael va mettre un gros nion dans la gueule de son adversaire. Et là, on regarde la caractéristique de l'arme. Voilà. Donc elle fait 6 dégâts. C'est juste au-dessus de mon doigt. Voilà. Donc on met 6 dégâts dans la tronche du chien. Hop. Tu les vois, les 6 dégâts? Ça fait mal. Voilà, donc là, Amael peut continuer à taper sur le chien, toujours en faisant la même attaque. Il suffit de réutiliser 2 points d'action. Tant qu'il a des points d'action, il peut taper sur le chien. Donc là, je viens en recocher 2 pour le plaisir. Donc il refait la même chose, il retape le chien. Allez, dans sa gueule, là il fait un petit 4, tout petit 4. Donc il arrive à 14, et puis le chien va tenter la même chose. Il lui reste encore 2 points d'action, il va se redéfendre. En esquive, à nouveau, il part de 8, 8 et 2, 10. Donc le chien se reprend 6 dégâts. C'est dommage, j'aurais voulu vous montrer comment ça se passe quand il y a une esquive. On va faire comme si. Le côté triche, mais ça permettra aussi de montrer la suite. Mettons que le journalier chien a fait un 10 sur cette défense, parce qu'il n'est pas mauvais du tout. Et là, ouais, c'est de la triche. Il a fait un 10. Comme il a fait un 10, il a le droit de lancer un dé supplémentaire qui va additionner au dé précédent et à ses caracs. Là, je fais un 2, ce qui l'amène à un total de 12 plus ses caracs à 8 au total, donc ça l'amène à 20.
ce qui est nettement supérieur à l'attaque de son adversaire qui n'était qu'à 14. Donc, grâce au critique qui vient de réussir, il annule le coup, et en plus il a le droit de se tirer de la moitié de son mouvement, parce que c'est une superbe esquive. Et accessoirement, j'en avais besoin pour la suite de la démo, donc on va faire comme ça. Le tour d'Amael est terminé, puisqu'il ne lui reste que 3 petits points d'action, et que c'est pas tant que ça, donc il va essayer de s'arrêter là et de se défendre pour la suite, puisque là vient le tour de son deuxième et dernier adversaire, le journalier numéro 2. Journalier numéro 2 qui commence, alors lui, je vais montrer tout de suite, hop, la figurine a un pistolet, je sais pas si ça se voit tellement sur la photo, voilà, et donc il a une caractéristique arme de tir ici, plutôt qu'une caractéristique arme de corps à corps. Donc il va essayer de mettre un tir sur Amael, comme ça va vous montrer à quoi ça ressemble un tir. Donc il a une caractéristique de mouvement de 4, il fait un mouvement gratuit pour se déplacer à proximité d'Amael. Alors forcément il y a son pote chien qui est devant, mais il est là. Il va tenter le tir. Donc la caractéristique de l'arme de tir, il y a une petite caractéristique supplémentaire ici, c'est le nombre de munitions, la cadence. Il a le droit de tirer 2 fois avant que son arme n'ait besoin d'être rechargée. Et quand il fait un tir, il va lancer les dés comme pour une attaque de corps à corps normale. Sauf que là, il ne va pas utiliser sa force, mais sa dextérité, parce que ça demande un peu plus d'habileté que de force pour tirer sur quelqu'un. Donc il fait la même chose, dextérité x2, il a une dextérité à 3, il lance donc le chien un superbe 6 avec un seul dé. Il a besoin évidemment de claquer 3 PA pour faire le tir, j'avais oublié, et de claquer le point de munition. Yep. Une fois que tout est fait. Voilà. Donc il fait un 6 et 6, 12 pour tenter d'attaquer, et son adversaire va tenter de se défendre. Alors il a la confiance en elle, il a 5 en constit, il va se défendre seulement avec un dé. Hop. Et il fait un critique. C'est exactement ce qu'il fallait pas en fait. Donc si tu me l'autorises Internet, on va dire qu'il nous fait un petit 3. Oh non, Amael a fait un 3. 5 et 3, 8, puisqu'il a 5 de constitution. Il arrive à un total bien inférieur à la caractéristique et au seuil de son adversaire, qui était à 12. Oh, pauvre Amael. Donc Amael va prendre des dégâts. On regarde la caractéristique de l'arme, qui est ici. 4 dégâts. Comme le chien est à courte portée, on ajoute 1 dégât. Il est à très courte portée, même, on peut le dire franchement. Donc Amael devrait prendre 5 dégâts. Et c'est là qu'entre en jeu l'armure d'Amael, l'espèce de tableau un peu complexe qui est là. Amael va lancer un dé. S'il fait un score inférieur ou égal à 5, il va supprimer 1 dégât infligé. S'il fait un score supérieur ou égal à 6, il va retirer 2 dégâts. Il fait un 10, donc il annule directement tous les dégâts. C'est la journée d'Amael, en fait, tout simplement. Le tour du journalier va s'arrêter là, parce que je crois que tu en as assez vu avec les tirs et les journaliers, mais dans la réalité, il pourrait très bien retirer une deuxième fois, voire même recharger son arme, en dépensant des PA pour le faire. Mais du coup, c'est le tour du guerrier Scott qui va tenter une charge, comme ça tu vas voir à quoi ça ressemble, un petit assaut, comme on dit. Donc il va faire un mouvement de 4, puisque c'est son tour, premier mouvement. Il est obligé de faire un deuxième mouvement pour se mettre un peu plus loin, et là, il va faire la charge, le mouvement d'assaut. Alors là, tout l'intérêt du mouvement d'assaut pour lui, c'est de faire ce qu'on appelle le coup de bélier, qui va faire un nombre de dégâts qui va être sa valeur de constitution, et dans ce cas-là, c'est toujours une réussite critique quand il fait un coup de bélier, donc c'est tout l'intérêt du truc. Donc il a fait un premier mouvement gratuit, un mouvement pas gratuit du tout, un mouvement pour se rapprocher, et l'assaut qui lui coûte 3 PA, on raconte, un mouvement gratuit qui coûte 0, un mouvement qui coûte 2 PA, un deuxième mouvement qui coûte 2 PA aussi, puis l'assaut lui-même qui coûte 3 PA, puisque c'est une botte, les bottes ça coûte 3 PA. Et il lance les dés exactement de la même façon que tout à l'heure. Donc il lance force plus dextérité, puisque cette fois-ci c'est une botte. Il arrive à 5, 5 et 9, il arrive à un total de 14, et le journalier 2 n'a plus de PA pour se défendre, donc il est obligé de défendre uniquement avec sa constitution. Il lance un dé plus sa constitution, et hop, il arrive à faire un critique lui aussi. Donc il est déjà tranquille, il fait 10, 5, 15 plus sa constitution, 20, il évite complètement le petit coup de bélier de l'adversaire. Voilà. Une fois que tout ça est fait, là le guerrier Scott n'a plus de points d'action, il ne reste qu'un, donc il ne va pas pouvoir faire grand chose avec ça. On passe tout simplement sur le tour suivant. Alors s'il y avait eu d'autres figurines, on aurait continué à alterner. Et au tour suivant, les figurines vont se réactiver
plus ou moins dans le même ordre, c'est-à-dire que ça va être d'abord autour du joueur mercenaire pour l'instant, puis autour du joueur selk, en gardant cet ordre d'activation, tant qu'il n'y a pas de perte, hein, après il y a une petite variation. Et donc les figurines ne récupèrent leur point d'action qu'au tout début de leur tour, c'est-à-dire que là, si le journalier 2 s'active, celui qui avait claqué tous ses points d'action, s'il s'active en premier, il va récupérer tous ses points d'action, les 8 qui sont ici. Par contre, si Fouinbaf au guerrier Scott qui n'avait plus qu'un seul point d'action, le guerrier Scott doit se défendre avec un seul point d'action. Donc il va falloir qu'il trouve une autre solution que son guerrier Scott pour gagner la partie, puisqu'il a des chances de mourir dans d'atroces souffrances. Voilà, c'était une démonstration assez simple du système de combat et de l'utilisation des PA en général. Il y aurait bien d'autres choses à montrer si on veut entrer dans les détails du jeu, avec des bots un peu spéciales, avec des colosses, avec des montures qui ont des règles vraiment spécifiques, avec le test de morale évidemment, s'il y a quelqu'un qui meurt, montrer à quoi ça ressemble le test de prostré quand on se retrouve dans la barre jaune des points de vie, quelques attaques spéciales avec la longe par exemple, ou le perce armure, etc. Enfin, il y a énormément de possibilités, mais on va pas s'embêter avec ça, le but c'est déjà de comprendre les règles de base pour pouvoir passer à la suite. On va parler argent maintenant. Pour trouver le jeu, la meilleure adresse, c'est le site de l'éditeur. C'est souvent le cas. En plus, un éditeur en France, le site est intégralement en français, évidemment. On y trouve toute la gamme, sauf les figurines retirées de la vente parce qu'elles ne convenaient plus, la sculpture n'était pas convenable. Et il y aura aussi évidemment une section de téléchargement. On va pouvoir trouver toutes les cartes de profil qui sont mises à disposition directement pour savoir en avance ce qu'on va acheter. On n'a pas la surprise au moment où on achète. On peut lire le profil avant, ainsi que le coût de la figurine, et puis voir la photo de la figurine sur différents angles. On trouve aussi évidemment des revendeurs en ligne et quelques boutiques qui vont proposer le jeu un peu partout sur le territoire. Je ne connais pas de boutique particulière, mais ça doit pouvoir se trouver dans toutes les régions. Les 3 livres sont proposés et ne sont nécessaires que pour les joueurs qui veulent vraiment se mettre au jeu à fond dans tous les détails. Parce que dans chaque starter, outre les figurines, on va avoir quelques dés, des réglettes de mesure et un livre de règles. Il y a même un starter 2 joueurs pour avoir 2 débuts de faction Kintor et Sundar pour démarrer en douceur. Le livre complet est à 39 € et en fait il existe 3 livres supplémentaires, dont un de campagne, qui est un livre un peu à part, et 2 livres de saison qui expliquent les règles détaillées des colosses et des montures d'un côté, et de l'autre les règles des Selk, une faction à part, et des aberrations. Mais tout ce lot n'est pas obligatoire pour jouer. Ce dont on a besoin, ce sont les règles de base qu'on va pouvoir trouver en téléchargement ou dans les starters, et des figurines. Le reste n'est pas aussi nécessaire. Par contre, les livres sont superbes. Côté prix, les figurines sont globalement assez chères, mais on paye aussi la taille et le prix de la résine. Sauf qu'on n'est pas obligé d'acheter beaucoup de figurines pour pouvoir jouer. Avec quelques exemples rapides, tu vas comprendre. Un starter pingouin, qui est le starter le plus cher, contient 9 figurines, les dés, les règles, et il coûte 99 €. Tous les autres starters sont à 69 € et contiennent en général 4 figurines, dont un colosse, une très grosse figurine, souvent beaucoup plus puissante que les autres. Sauf qu'avec le contenu d'un starter, en général on a 400 pièces d'or, avec le starter pingouin on en a 500. Donc on peut commencer à jouer en tournoi tout de suite, juste après avoir sorti son starter pingouin. TGCM fait souvent en plus des promos et baisse directement en ligne le prix de ses figurines de 20 ou 25%, et il y a un système de points de fidélité sur la boutique en ligne. C'est un peu à cause de ce système de fidélité et la rapidité des envois de la boîte que j'ignore si on trouve les figurines ailleurs, tout simplement parce que je me suis toujours fourni chez l'éditeur. Une figurine individuelle, ça va coûter entre 15 et 20 €, en fonction de sa taille évidemment, et de son volume. Un colosse, c'est souvent aux alentours de 42 €, et puis il y a aussi des duo packs, qui sont souvent 2 figurines qui combattent bien entre elles, ou qui vont bien ensemble, avec un scénario inédit parfois, et qui coûtent autour de 50 € les 2 figurines. Les prix varient toujours en fonction de la taille des figurines, évidemment. Un petit mot sur les aberrations aussi, puisqu'il existe à ce jour 2 coffrets d'aberrations, qui sont des figurines gigantesques, pour expérimenter des modes de jeu différents. Dans ces coffrets, on va trouver la figurine gigantesque de l'aberration, et ces coffrets coûtent 99 € avec un énorme monstre et toutes les règles qu'il faut pour l'intégrer à des parties. C'est toutefois pas un achat obligatoire, puisqu'on ne peut pas jouer une aberration en tournoi, on peut la jouer avec des amis, mais c'est un mode de jeu vraiment particulier. Pour commencer, je vais conseiller de commencer avec un starter, parce que les starters font toujours 400 pièces d'or, et puis on peut ajouter 1 ou 2 figurines qui nous plaisent pour arriver à 500. Ça limite les coûts, et puis ça permet de varier les plaisirs. Pour
environ 80 à 100 euros, on a de quoi jouer, et de jouer largement. Si on va piocher jusqu'à 3 figurines, allez, on va faire péter un budget à 120 euros, ça va permettre de même varier les compositions et de choisir à chaque partie une nouvelle composition. Si on compare rapidement avec les figurines d'un autre éditeur, une boîte de Kill Team ça doit être 120 euros, où il y a juste de quoi débuter. C'est pas le même genre d'investissement. Et j'en viens à pourquoi c'est bien. Briscard c'est avant tout un bon jeu, avec des règles relativement simples et un bon esprit. À Briscard on joue pour s'amuser, pas pour écraser l'adversaire, même si évidemment ça fait plaisir de lui en foutre plein la gueule. Tout le jeu est construit autour du plaisir du jeu, les figurines sont amusantes sans être ridicules, les règles assez simples mais détaillées, et elles donnent envie de tenter des trucs improbables, parce que c'est un jeu de pirate et on veut faire des trucs de héros, on veut s'accrocher au caban, même si je sais pas exactement ce que c'est, on veut tenter de marcher sur la planche avant de tomber dans l'eau où il y a les requins. Et comme on est sur un jeu à scénario et pas sur de l'affrontement face à face sans raison, on peut toujours donner une petite histoire autour de nos parties. Les figurines me plaisent, elles me plaisent beaucoup. En plus, le jeu a une communauté extrêmement active et très sympathique. L'éditeur est extrêmement présent sur le Discord et probablement sur Facebook, je ne sais pas, je n'ai plus Facebook, et répond à la moindre sollicitation dès qu'il trouve 5 minutes pour le faire. En plus, le jeu est évidemment rédigé dans une langue intelligible par tous ceux qui regarderont cette vidéo jusqu'au bout, et il est facilement disponible sans avoir à supporter de gros frais de livraison. Des tournois sont organisés assez régulièrement par les clubs, par l'éditeur aussi, et c'est souvent une occasion de bien rigoler autour d'un très bon jeu. Le jeu va proposer en outre deux modes alternatifs. D'abord un mode campagne, très détaillé, à la façon de la première édition de Necromunda ou de Mordai, comme quoi je dis pas toujours du mal de Games Workshop. Dans ces systèmes de campagne, on va acquérir des compétences, les figurines peuvent prendre des blessures permanentes, trouver des trésors cachés, enfin c'est le système du livre de campagne, on va démarrer avec juste un petit équipage de 3 figurines sans bateau, du coup c'est peut-être pas un équipage, et ensuite, à force de bataille, on va finir par avoir un amiral qui dirige une véritable flotte avec de nombreux canons et des trésors partout sur tout le continent. C'est un mode qui est beaucoup plus sympa évidemment quand on est en club, quand on est assez nombreux. Il y a un mode en outre solo et coopératif contre les fameuses aberrations dont je parlais plus haut. Alors je l'ai testé, la version solo c'est amusant en plein confinement parce que ça permet de jouer si on n'a pas d'amis. Mais objectivement c'est pas aussi marrant de jouer contre soi-même, même avec une petite intelligence artificielle, que quand on joue en coopératif à 2 ou 3 contre 1, parce que l'aberration est vraiment très difficile à tomber. Dernier détail, l'éditeur propose occasionnellement des figurines en édition limitée qui sont souvent basées sur des concepts complètement délirants. Il y a par exemple les figurines de Noël ou le dos d'offre des 10 ans. Alors ce ne sont pas des figurines qui garantissent la victoire si on les achète. Au contraire, c'est juste pour rajouter du fun. Souvent ces figurines sont fournies avec des scénarios inédits, des profils inédits, souvent c'est adapté à un environnement, en particulier pour les figurines de Noël, et c'est souvent juste une occasion d'ajouter du fun dans le jeu. Je te remercie Internet d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, merci de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'hésite pas à me dire ce qui t'a plu, mais si ça t'a pas plu, tu peux aussi me le dire. Je vais remercier ici tout de suite tous ceux qui sont abonnés, qui ont déjà mis des commentaires sur les vidéos précédentes. J'espère pouvoir vous proposer encore plus de contenu dans les prochaines semaines et les prochains mois. Dans la prochaine vidéo, on devrait parler du petit frère de Briscard, Carnage, qui sera là aussi une vidéo de présentation du jeu, et ça a déjà fait l'objet d'un premier rapport de bataille, mais il y en aura d'autres. D'ici là, Internet, porte-toi bien, et bon jeu.